Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons terminer l'étude des morphismes de groupe commencée dans la vidéo précédente. Donc, dans la lignée des théorèmes précédents, où nous avions montré qu'une composée de morphisme est un morphisme, qu'une réciproque d'isomorphisme est un isomorphisme, eh bien, nous continuons à voir que les morphismes transportent des structures, cette fois-ci par image directe et image réciproque tirée en arrière. Donc deux théorèmes, ou plutôt un théorème que nous allons décliner en double, en deux points. Donc je prends deux groupes que l'on continue à noter G avec une loi étoile, G' avec une loi truc, donc deux groupes, et on prend phi, un morphisme du premier groupe G étoile dans le deuxième G' truc. Alors, on va s'intéresser à ce qui se passe quand on considère des sous-groupes de l'espace de départ en prenant son image, de l'espace du groupe d'arrivée en tirant en arrière. Donc si je prends H, un sous-groupe du groupe de départ, G étoile, eh bien on montre que son image directe par phi est un sous-groupe du groupe d'arrivée. Ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, si je prends, je vais appeler H', un sous-groupe du groupe d'arrivée, je peux considérer son image réciproque, ce qu'on a appelé ensemble aussi le tirer en arrière. Et bien ceci, c'est un sous-groupe du groupe de départ. Alors, donc avec la loi étoile, on a dit au départ. Bon, c'est un théorème peut-être un petit peu abstrait quand on commence, mais on va en voir tout de suite l'utilisation, et bien sûr, on démontre. Alors, on démontre de manière très classique, comme en revenant aux méthodes de base. Donc en fait, c'est un bon exercice, si vous avez bien compris les définitions sur les sous-groupes, les images directes, les tirs en arrière, il n'y a rien de compliqué. Donc premièrement, montrer qu'une image directe est un sous-groupe. Il y a toujours 3 ou 4 points à vérifier. Donc on a bien l'inclusion, le fait que l'image directe de H par phi est une partie de G', ça c'est automatique. Ensuite, il faut vérifier que le neutre de G' est dans l'image de H par phi. Ça c'est automatique car comme H est un sous-groupe de G, bien le neutre de G est un élément de H. Donc le neutre de G' qui se trouve être l'image par phi du neutre de G, eh bien ça c'est bien dans l'image de H par phi, automatiquement. Et enfin, dernière vérification stabilité par produit passage inverse. Pour ne pas trop alourdir la vidéo, je vais faire le produit par un inverse. Donc je prends deux éléments x et y de H. Alors, bon, pour revenir vraiment à la définition, je vais prendre plutôt de l'image de H par phi. Donc, je sais qu'il existe A et B, deux éléments de H qui vérifient que x égale phi de A, y égale phi de B. Et on va montrer que x fois l'inverse de y appartient à l'image de H par phi. Et donc x fois l'inverse de y, c'est phi de A
Alors, hop, pardon, j'ai fait une erreur. Le fois, c'est bien sûr dans G', donc c'est avec le truc. Donc phi de A truc, l'inverse de phi de B. Ça, c'est phi de A truc, phi de l'inverse de B. Donc ça, c'est par propriété de morphisme. Et encore une fois, parce qu'on a un morphisme, c'est l'image de A truc, l'inverse de B. Encore une fois, là, c'est par la définition de morphisme. Et maintenant, comme H est un sous-groupe du groupe de départ, G étoile, alors, ah là 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 là, j'ai encore fait une erreur. C'est pas un truc ici, bien sûr, excusez-moi. C'est une étoile. On est dans le groupe de départ. Eh bien, on a A fois l'inverse de B qui appartient à H. Donc, X truc l'inverse de Y, ça appartient à l'image de H par phi. Alors une remarque, hein, oui, c'est embêtant de passer des trucs aux étoiles. Parfois, quand on note tout multiplicativement, on se permet de ne pas noter le produit exactement comme on le fait avec les nombres. Hein, quand on note x inverse de y, par exemple, hop, ici, ça, je pourrais le noter de cette manière-là. Et ceci, je pourrais le noter A fois inverse de B. Le seul souci à ce moment-là, c'est de bien se rappeler quand on écrit des choses où sont ces objets. Et comment se rappeler de où sont les objets? Eh bien, on fait un dessin. Donc, j'ai la loi étoile, j'ai prime la loi truc, on a phi ici, et on place nos objets x, y là, A, B. Donc c'est toujours une bonne chose de faire un petit dessin pour se rappeler de où sont ces objets dès que l'on a des hésitations. Donc voilà pour la démonstration du premier point. Le deuxième point se démontre exactement de la même manière. Si vous avez le temps, je vous conseille de mettre la vidéo en pause et de le faire en exercice. Donc on démontre. On a toujours 3-4 points à vérifier. Donc le premier point, c'est l'inclusion, et ça c'est automatique par définition. Quand je tire en arrière H' par phi, j'obtiens bien une partie de G. Deuxième point à vérifier que le neutre de G est dans le tiré en arrière de H' par phi, tiré en arrière image réciproque. Donc, eh bien, comment est-ce qu'on vérifie ça? En revenant à la définition. L'image du neutre de G, c'est le neutre de G'. C'est bien un élément de H', hop, car H' est un sous-groupe de G'. G' avec sa loi. Donc, conclusion. Donc, le neutre de G est bien un antécédent d'un élément de H' par phi. Et troisième point, alors soit on vérifie stabilité par produit passage inverse, soit ici ce qui fait gagner un peu de temps, pour pas alourdir la vidéo, je choisis cela, stabilité par multiplication d'un élément par un inverse. Donc je prends x et y, deux éléments du tiré en arrière de H' par phi. Je vais m'intéresser à x fois l'inverse de y, montrer que c'est dans le tiré en arrière de H' par phi, donc je regarde l'image de cet élément-là. X fois l'inverse de y, ça c'est phi de x truc phi de l'inverse de y, ça c'est par morphisme. Et ensuite, phi de l'inverse de y,
c'est phi de x, truc, l'inverse de phi de y. Ça, c'est encore une deuxième fois par morphisme. Maintenant, par définition, phi de x et phi de y sont des éléments de H', et H' est un sous-groupe de notre groupe d'arrivée. Donc, eh bien, phi de x, truc, l'inverse de phi de y, eh bien, c'est un élément de H'. Ce phi de x, truc, l'inverse de phi de y, c'est bien phi de x fois, avec la loi étoile, l'inverse de y. Donc, on a bien que x fois l'inverse de y est un élément du tiré en arrière de H' par phi. Bref, on a bien démontré que ceci est un sous-groupe de du tiré de G. D'où le résultat. Alors, c'est un théorème qu'il serait bon de retenir. Et en pratique, on va l'utiliser surtout avec les sous-groupes triviaux de G et de G'. Donc, une remarque rappel, dans G, on a toujours deux sous-groupes triviaux. C'est le singleton neutre et G. Ce sont des sous-groupes du groupe G de départ. Et puis dans G', c'est la même chose. Donc, hop, le neutre de G' et G', ce sont des sous-groupes de notre groupe d'arrivée. Alors, on peut prendre l'image de ces deux sous-groupes par phi, ou alors on peut aussi tirer en arrière ces deux choses-là. Ça nous fait 4 sous-groupes, 2 de l'espace d'arrivée, 2 de l'espace de départ. Dans ces 4 sous-groupes, il y en a 2 qui sont intéressants et 2 qui sont complètement inintéressants. Alors je vous laisse réfléchir, trouver ceux qui ne sont pas intéressants, mettre en pause la vidéo éventuellement quelques secondes. Donc, ce qui est assez évident avec phi qui va du groupe de départ dans le groupe d'arrivée, un morphisme, eh bien c'est que phi du singleton élément neutre, du singleton neutre de départ, c'est le singleton neutre d'arrivée. Aucun intérêt. Autre chose, c'est que quand je tire en arrière tout le groupe d'arrivée, eh bien j'obtiens tout le groupe de départ. Donc ces deux choses-là n'ont aucun intérêt. Les deux autres ont un grand intérêt. Donc, alors, une définition qui, comment dire, qui vaut surtout pour le tirer en arrière. Donc, avec les mêmes notations, ce qui va nous intéresser, c'est quand on tire en arrière le neutre de G'. Donc, c'est ce que l'on va appeler le noyau de notre groupe phi, car parce qu'on l'écrit en allemand, kernel. Donc je définis, alors je ne vais pas vous l'écrire comme tirer en arrière, parce que ce n'est pas une bonne idée. Je vous l'écris comme l'ensemble des éléments x de g qui vérifient le fait que phi de x est égal au neutre de g'. Donc ça c'est le tirer en arrière de ceci.
Puis l'autre sous-groupe qui nous intéressait, c'est l'image directe de G par phi, mais ça un nom bien connu, c'est l'image du morphisme phi. Et ce que l'on a immédiatement comme résultat, c'est que, et donc, un théorème c'est que, toujours avec les mêmes notations, donc si vous faites des fiches, si vous prenez des notes, ce qui est important, vous devez rappeler toutes ces définitions. Eh bien, le noyau de phi, donc où phi est un morphisme qui va d'un groupe G dans un groupe G', donc c'est un sous-groupe du groupe de départ. Donc le noyau de phi est un sous-groupe de notre groupe G muni d'une loi étoile. Et l'image de phi, ce que l'on note aussi phi de G, eh bien ça c'est un sous-groupe de notre groupe d'arrivée. Alors, vous devez... Alors c'est un théorème important. On va l'utiliser en fait assez souvent, puis on va voir que notamment le noyau d'un morphisme, c'est quelque chose de très intéressant, que l'on a en fait déjà étudié. Vous devez savoir redémontrer ce théorème, mais sans utiliser, on va dire, le théorème précédent, c'est-à-dire en refaisant. Donc, vous devez savoir redémontrer ce théorème, là, celui-là sur le noyau et l'image, directement, comme fait dans le poly. Donc, je vous le fais pour le noyau. Petite démonstration à savoir faire. Donc je fais que le point 1, le point 2 je vous le laisse en exercice. Donc on a le noyau de phi qui est bien une partie de G par définition. Si je prends l'image du neutre de G, c'est le neutre de G', car phi est un morphisme. Donc le neutre de G par définition du noyau appartient au noyau. Et ensuite, si je prends x et y, deux éléments du noyau, je montrais que x fois l'inverse de y appartient au noyau de phi, donc je regarde phi de x fois l'inverse de y, par propriété de morphisme, et je fais les deux d'un coup, c'est phi de x truc l'inverse de phi de y, ça fait le neutre de G' truc l'inverse du neutre de G', et donc ça fait le neutre de G'. Donc x fois l'inverse de y appartient au noyau de phi. Et on vient de montrer que... Oui, pas jouer mon carré. Donc, on vient de montrer que le noyau de phi est un sous-groupe de notre groupe de départ. Petite démonstration simple à savoir refaire, et puis je vous laisse faire pour l'image, la démonstration pour l'image. Maintenant, des exemples. Des exemples de noyaux et d'images sur des morphismes que l'on manipule habituellement. Donc, premier morphisme que l'on va prendre, le morphisme puissance dans C étoiles. Donc, si je regarde phi, qui va de C étoile muni de la multiplication dans lui-même, c'est un endomorphisme qui à z donne z puissance n,
où n est un entier naturel non nul. Je vous laisse mettre en pause la vidéo et me donner le noyau de phi et l'image de phi. Nous avons déjà répondu à cette question dans le cours sur les complexes. Si vous reprenez la vidéo, le noyau de phi, c'est l'ensemble des nombres complexes z qui vérifie z puissance n égale le nœud des c étoiles multiplicatif, donc c'est 1. Donc c'est l'ensemble des racines énièmes de l'unité. Donc c'est l'ensemble des exponentielles de 2i capi sur n pour k compris entre 0 et n. Puis l'image de phi, on a montré que tout nombre complexe peut s'écrire sous forme d'un autre nombre puissance n. Donc c'est c étoile tout entier. On peut aussi s'amuser à regarder, alors je ne vais pas l'appeler phi, je vais l'appeler f, le morphisme qui a un réel x associe l'exponentielle de ix, donc qui va de r dans c étoile, muni de la multiplication, r muni de l'addition bien sûr. Même question, vous pouvez mettre en pause, noyau, image, et si vous reprenez le noyau, donc encore une fois le nœud de l'espace d'arrivée c'est 1, quel est l'ensemble des nombres complexes x, des réels x pardon, qui vérifient l'exponentielle de ix égale 1, et bien ce sont exactement les multiples de 2pi. Donc on écrit 2πz. Et l'image de phi, quel est l'ensemble des nombres complexes qui se mettent sous la forme exponentielle de x, et bien c'est le cercle unité. On pourrait multiplier les exemples, donc je vous laisse revenir aux exemples. Peut-être qu'on peut faire un dernier exemple qui est l'endomorphisme de dérivation sur l'ensemble des fonctions c infini mis de l'addition, donc dans lui-même. Donc qui a une fonction f associe sa dérivée. Donc je vous laisse me déterminer, mettre en pause la vidéo et me déterminer, il n'y a pas besoin de calcul, hein, c'est juste une reformulation de choses que vous connaissez déjà, noyau, image. Donc si vous reprenez, le neutre de l'espace d'arrivée, dans ce cas c'est la fonction nulle. Quelles sont les fonctions de classe C infini dont la dérivée est nulle? Eh bien c'est l'ensemble des fonctions constantes. Donc c'est, on va l'écrire comme ça, l'ensemble des fonctions constantes. C'est pas très joli, mais bon. Voilà. Et quelle est l'image? Quel est l'ensemble des fonctions qui sont des dérivées? Eh bien, vous savez qu'une fonction continue peut être primitivée, donc une fonction c infini aussi, et une primitive d'une fonction c infini est une fonction c infini. Donc l'image de D, c'est ici exactement l'ensemble des fonctions c infini. Donc on retrouve des choses que l'on a faites en fait dans des situations assez différentes. Et on va retrouver des structures, des ensembles de primitives, des structures des ensembles de racines énièmes, avec un résultat fondamental. Donc, je vais l'appeler lemme parce que on l'utilisera pas toujours en tant que tel, mais c'est vraiment ce qui fait fonctionner tout ce que l'on va raconter. Donc toujours avec les mêmes notations, donc je me place avec deux groupes G et G', et un morphisme phi qui va de G dans G'. Donc si je prends X et Y, deux éléments du groupe de départ, eh bien ces deux éléments ont même image par phi, si et seulement si
x fois l'inverse de y appartient au noyau de phi. Puis c'est aussi équivalent à l'inverse de x fois y appartient au noyau de phi. Alors, ce deuxième, on peut le mettre entre parenthèses. C'est complètement symétrique. Je pourrais aussi écrire y fois l'inverse de x ou l'inverse de y fois x. Donc il y a plein de reformulations, c'est bien entendu symétrique en x et y. Résultat fondamental, à savoir redémontrer. Donc on peut procéder tout simplement par équivalence. Phi de x égale phi de y, ça équivaut en multipliant, donc je multiplie par, mais avec un truc, je multiplie à gauche, je pourrais multiplier à droite. Donc, je multiplie par l'inverse, donc ça équivaut à phi de x truc phi de l'inverse, phi de y inversé égale le neutre de g'. Donc ça équivaut par propriété de morphisme de phi à phi de x fois l'inverse de y est égal au neutre de g'. Et donc ça, c'est exactement x fois l'inverse de y appartient au noyau de phi. Pareil pour le deuxième. Le deuxième, c'est en multipliant par l'inverse de phi de x à gauche. Les conséquences. C'est toujours dans le même, avec les mêmes notations, dans le même cadre. Si je prends A, un élément de notre groupe d'arrivée, x0 dans G, un élément, pardon, un antécédent de A par phi, donc qui vérifie phi de x0 égale A. Ben, ce qui va nous intéresser, c'est de résoudre dans G l'équation phi de x égale A. C'est ce qu'on a fait quand on a résolu des systèmes linéaires, des équations différentielles, des relations de récurrence arithmético-géométriques, quand on s'est intéressé aux racines énièmes de l'unité. Eh bien, phi de x0 égale A, ça équivaut à x, phi de x égale phi de x0. Donc si je prends x, un élément de G, phi de x égale A, ça équivaut à phi de x égale phi de x0. Donc ça équivaut à x fois l'inverse de x0 appartient au noyau de phi. Donc ça veut dire que l'ensemble des solutions de l'équation phi de x égale A, eh bien c'est l'ensemble des là c'est l'ensemble des h fois x0 pour h, un élément de notre noyau. Alors, quand on était avec des choses qui s'écrivent avec des additions, donc je pense aux équations différentielles, aux suites récurrentes, je pense au système linéaire, notre noyau, en fait, c'est ce que l'on a appelé un ensemble de solutions homogènes. Et on retrouve tous les théorèmes de structure. Dans le cadre des racines énièmes de l'unité, quand on s'intéresse au morphisme puissance n, notre noyau, c'est ce que l'on a appelé l'ensemble des racines énièmes de l'unité. Et on retrouve le théorème de structure de l'ensemble
des racines énièmes d'un nombre complexe. Donc, on pourra en reparler en classe. En fait, on vient de redémontrer tous les théorèmes de structure que l'on a vus ensemble au premier semestre. D'où l'intérêt quand même de la notion. Alors, ce qui est intéressant avec le noyau, en plus, mais ça découle immédiatement de ceci, c'est que l'on a une caractérisation de l'injectivité du morphisme qui vient automatiquement. Donc, dernier résultat, toujours dans le même cadre, donc avec les mêmes notations. Donc, G, G', deux groupes, phi un morphisme de G dans G'. Eh bien, phi est injectif. Si et seulement si, le noyau de phi est réduit au neutre de l'espace de départ. Résultat important, à savoir redémontrer. Donc, on démontre, on a démontré une équivalence, on démontre deux implications réciproques l'une de l'autre. Donc, dans un sens, si phi est injectif, je vais montrer que le noyau de phi est égal au singleton neutre de G. On va procéder par double inclusion. La première inclusion, quand on a l'habitude de travailler avec des groupes, on se permet presque de la sauter. Donc on a toujours le neutre de G qui appartient au noyau de phi, car le noyau de phi est un sous-groupe de notre groupe de départ. Inclusion réciproque. Si je prends x, alors cette démonstration, c'est une démonstration, en fait, c'est une démonstration très méthodique. Vous pouvez aussi mettre la vidéo en pause, j'aurais pu vous le dire avant, et la compléter vous-même, hein, si vous avez un petit peu le temps. C'est un bon exercice. Donc je prends un x dans le noyau de phi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que phi de x, c'est égal au neutre du groupe d'arrivée, mais ça c'est l'image du neutre de départ. Donc par injectivité, alors ça c'est par morphisme de phi, par propriété de morphisme de phi plutôt, et donc par injectivité de phi, on a bien x qui est égal au neutre de G. Donc, pour conclure sur le premier point, le neutre de phi est égal, le noyau de phi, pardon, est égal au singleton élément neutre. Et ensuite, réciproquement, si le noyau de phi est réduit au neutre de G, je vais montrer que phi est injectif. Donc, je vais prendre x et y, deux éléments de G. Je vais supposer que phi de x est égal à phi de y, c'est-à-dire que x et y ont même image par phi. Alors, soit j'utilise la proposition précédente, soit je le fais à la main, c'est pas plus mal. Donc, je fais phi, donc alors phi de x fois l'inverse de y, c'est égal à phi de x fois, mais là on est dans le groupe d'arrivée, donc je mets l'autre loi, l'inverse de phi de y par propriété de morphisme, c'est le neutre de g' fois le neutre inverse du neutre de g', c'est le neutre de g', donc x fois l'inverse de y, ça appartient au noyau de phi. Je redémontre ce qu'on vient de faire précédemment, qui est le singleton neutre.
Donc, x fois l'inverse de y, c'est égal au neutre. Je multiplie à droite par y. Ça fait x égale y. On a donc, je ne vais pas noter la conclusion par manque de place, mais que phi est injectif, d'où l'équivalence demandée. Ce que l'on peut dire, c'est qu'on a la même propriété avec l'image vis-à-vis de la surjectivité. Mais ça, c'est pas une démonstration, c'est juste une reformulation de la surjectivité. Avec un morphisme surjectif, si et seulement si, son image est égale au groupe d'arrivée. Là, encore une fois, rien de nouveau. Donc, on peut... comment dire? On peut revenir sur les exemples que l'on a traités auparavant. Ce que l'on voit, c'est que dans tous ces exemples, aucun des morphismes n'est injectif, car aucun des noyaux n'est réduit au singleton neutre de l'espace de départ. Et on a deux morphismes surjectifs, le premier et le troisième, juste en considérant leurs images. Voilà ce qu'il y a à savoir sur noyau et image. Le principal, c'est de retenir la définition de noyau. Ça, il faut bien la connaître. Bien connaître le lien avec l'injectivité. Alors, bien savoir démontrer que le noyau est un sous-groupe du groupe de départ. Bien savoir démontrer qu'un morphisme est injectif si seulement si le noyau est réduit au neutre. Donc, il faut bien connaître cette propriété. Et ce serait bien de connaître, de comprendre les autres propriétés. On reviendra sur toutes ces notions au second semestre en parlant de noyaux, d'une application linéaire. Donc on va revenir dessus et on refera tout ça dans un cadre proche mais légèrement différent. Voilà pour la notion de groupe. On a traité tout ce qu'il y avait au programme, voire même un peu plus. Dans la vidéo suivante, nous allons étudier une deuxième structure qui est la structure d'anneau.